Bonjour. Merci d'être présent et merci à la médiathèque de Montpellier de m'avoir invité dans le cadre de la fête de la science. Tout d'abord, pour situer dont je parle, comme Madame Lemoine l'a dit, je suis militante, militante écologiste depuis près de 20 ans, notamment au sein de l'association Les Amis de la Terre, qui est une ONG d'envergure internationale et qui existe depuis plus de 50 ans. Donc, je me suis particulièrement engagée sur la question du climat dès 2009. Et puis, plus récemment, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait, dans la transmission de mes connaissances et de mes réflexions sur le sujet. Et donc, c'est ce qui m'a conduite à écrire l'ouvrage dont vous voyez la couverture ici, qui s'appelle « Déconstruire les idées reçues sur le réchauffement climatique ». Donc, comme le titre l'indique, l'objet de l'ouvrage, c'est de déconstruire des idées reçues sur le réchauffement climatique, et donc chaque chapitre correspond à une idée reçue. Donc, dans le livre, j'ai 17 idées reçues en tout. Bien sûr, dans le cadre de cette conférence, j'ai été obligée de faire une sélection. Donc, j'en ai choisi 4 que je vais vous montrer. Voilà. Oui, c'est vrai que je peux utiliser la télécommande. Les solutions sont avant tout techniques. La question... Ah, il faut que je rebascule en plein écran, excusez-moi. Non, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas très grave. Les solutions sont avant tout techniques. La question démographique n'est pas un enjeu. Attaquer l'État et l'Union européenne en justice n'a pas de sens et ce n'est pas aux gens d'agir. Donc, si on devait trouver en fait un fil conducteur à l'ensemble de ces idées reçues, ce serait de sortir en fait de ce que j'appellerais une approche monocausale, c'est-à-dire considérer qu'il y a un seul type de cause au problème, un seul type de solution et un seul type d'acteur responsable. C'est vraiment l'idée de sortir de représentations binaires sur le sujet. Donc pour le bon déroulement de l'exposé, je vous propose de garder les questions pour la fin. Si toutefois j'oublie de définir une notion, par exemple, ou que mes explications ne sont pas claires et que vous avez besoin d'une clarification immédiate, n'hésitez pas à m'interrompre. Hop. Bon, je ne sais pas. Alors, les solutions sont avant tout techniques, efficacité énergétique des appareils, machines, bâtiments, énergie renouvelable. Alors, ce que je vais démontrer ici, ce n'est pas que les solutions techniques ne servent à rien, mais simplement que ce ne sont pas des solutions suffisantes et qu'elles peuvent même s'avérer contre-productives selon le système socio-économique dans lequel on les déploie. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est à cause d'un phénomène qui s'appelle l'effet rebond et qui est connu, qui a été conceptualisé en fait depuis très longtemps. Alors selon les sources, on ne trouve pas toujours la même date, la même période de conceptualisation de l'effet rebond. Ce qui est certain, c'est que le terme est apparu au plus tard dans les années 70, donc suite au premier choc pétrolier, puisque c'est une période qui a marqué vraiment le développement. Enfin, disons qu'il y a eu un coup d'accélération pour développer des techniques plus efficientes et puis aussi l'amélioration de l'isolation des bâtiments. En France, par exemple, ça marque le début des réglementations thermiques. Et donc, ce que les scientifiques ont observé avec un petit peu de recul, c'est que la consommation d'énergie ne baissait pas d'une manière aussi importante que ce qu'on pouvait l'espérer à l'origine. Alors pourquoi ? Donc, alors déjà, je vais définir ce que c'est que l'effet rebond et plus exactement l'effet rebond direct. Donc, c'est une augmentation de la consommation d'un produit ou d'un service due à une réduction de son prix de revient. Alors, pourquoi cette augmentation de la consommation d'énergie ? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'on ne réduit pas les consommations d'énergie autant qu'espéré? Donc, il y a 2 raisons. Donc, la première cause, elle est contenue dans la définition que j'ai donnée. C'est tout simplement, bien sûr, parce que lorsqu'on paye moins cher une unité d'énergie, par exemple 1 litre d'essence, on est tenté d'en consommer davantage. Mais il y a une deuxième raison qui est d'ordre psychologique,
qui est que lorsqu'on utilise un appareil ou une machine plus efficace, ou lorsqu'on habite dans un bâtiment mieux isolé, eh bien, ça nous donne bonne conscience. Et souvent, inconsciemment, en fait, on est moins regardant sur sa consommation. Donc voilà, ça c'est pour l'effet rebond direct. Alors dans certains cas, c'est ce qu'illustre le dessin, après déploiement de la technologie, avec cependant un certain temps de décalage, la consommation globale est supérieure à la consommation initiale. Ça n'est pas toujours le cas, hein. Des fois la consommation est simplement stable, d'autres fois elle est quand même globalement diminuée, mais comme je le disais, elle est moins réduite que ce que l'on pouvait espérer. Et donc la notion d'effet rebond ensuite elle a été élargie et on parle d'effet rebond indirect lorsque les gains qui sont réalisés dans un domaine sont réinvestis dans un autre domaine. Par exemple, les gains les économies que l'on peut réaliser dans le domaine de l'énergie domestique peuvent être utilisées pour voyager davantage. Alors, il faut préciser quand même que les scientifiques et les spécialistes de l'énergie ne sont pas tous d'accord sur l'importance en fait de l'effet rebond, mais il existe quand même un certain nombre d'exemples chiffrés qui sont qui sont bien établis. Donc, je vais en donner deux. Tout d'abord, un dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est quand même assez souvent cité, c'est celui de la rénovation énergétique en Allemagne. Puisque fin 2020, la Fédération allemande des sociétés immobilières faisait le constat que la consommation énergétique du secteur, donc du résidentiel, était restée stable, malgré 340 milliards d'euros investis depuis 2010. Tout simplement parce que les résidents avaient augmenté leur confort, notamment en augmentant la température de chauffage. Bien sûr, les collectivités et les administrations, de façon plus générale, ne sont pas en reste de l'effet rebond. Et un bon exemple en la matière, c'est celui de l'éclairage public, puisqu'il y a une étude parue en 2017 qui a établi que certes les LED, donc lumière électroluminescente, étaient 6 fois plus efficientes que les anciennes lampes à incandescence, mais dans le même temps, en fait, les points lumineux avaient augmenté et par conséquent, la consommation d'énergie pour l'éclairage public était restée stable. Alors bien sûr, ces effets rebonds, ils existent parce que ces techniques se déploient dans un système économique qui vise la croissance économique, donc l'augmentation exponentielle de la consommation globale. Et donc, c'est pourquoi l'association Négawatt, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, insiste sur la nécessité de conjuguer l'efficacité énergétique à la sobriété, en plus de développer les énergies renouvelables. Alors, quelques mots sur l'association Négawatt. Donc, c'est une association d'experts de l'énergie qui s'est fait connaître par ses travaux sur la politique énergétique de la France, et notamment par l'élaboration de scénarios dans lesquels la quasi-totalité des besoins en chaleur, en mobilité et en électricité spécifique serait couvert par les énergies renouvelables d'ici 2050. Je précise une notion, la notion d'électricité spécifique. Elle désigne en fait l'électricité qui ne peut pas être substituée à autre chose. Voilà, par exemple, ça ne concerne pas l'électricité utilisée pour le chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc ces scénarios sont régulièrement mis à jour. Là, j'ai fait apparaître un graphique qui représente en fait le scénario qu'elle avait élaboré en 2017, donc qui s'étend jusqu'à l'année 2050. Et donc, on peut constater que la sobriété, en fait, dans la réduction de la consommation d'énergie, joue un rôle plus important encore que l'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sobriété ? C'est très très vaste, mais je vais donner quelques exemples.
du moins de la sobriété telle qu'elle est entendue par Négawatt. Ça englobe aussi bien la baisse de la vitesse sur les routes, la lutte contre les appareils en veille, le développement de l'agroécologie, la diminution de la production d'acier, de ciment et de plastique, la durabilité des produits, l'augmentation du recyclage. Bon, c'est très vaste. Et excusez-moi. Alors, ce qu'il est intéressant de soulever, c'est qu'en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un grand débat national sur la transition énergétique, donc organisé par le gouvernement. Et il avait commandé donc des scénarios de transition énergétique à différents acteurs. Donc il y en avait 11 en tout, qui ont été regroupés en 4 trajectoires. Donc ces 4 trajectoires correspondaient à 4 approches de la transition énergétique. Donc chacune des trajectoires avait une appellation. Donc il y avait DEC pour décarbonation, qui s'appuyait notamment sur le nucléaire et les biocarburants. DIV pour diversification, qui conjuguait nucléaire, énergie renouvelable, recours à l'hydrogène et techniques de capture et de séquestration du carbone. F pour efficacité, qui mettait l'accent sur l'efficience énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Et enfin, SOB pour sobriété, qui était l'actualisation du scénario de Négawatt, qui visait donc à recourir aux énergies renouvelables à 90% pour la chaleur, la mobilité et l'électricité spécifique. Ceci conjugué à des mesures d'efficience et des mesures de sobriété, bien sûr. Et donc, alors pour rappel, en fait, à l'époque, l'objectif qui était celui fixé par la France, c'était une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. C'est ce qu'on appelait le facteur 4. Et comme le montre ce schéma, les trajectoires décarbonation et diversification, elles étaient hors des clous. Le scénario efficacité de l'ADEME atteignait à peine l'objectif. Et donc seul le scénario de Négawatt, sobriété, permettait d'atteindre largement l'objectif. Et il faut préciser que depuis, l'objectif de la France, il a été rehaussé, puisqu'au niveau international, on a pris trop de retard dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc depuis 2017, on s'est donné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui suppose de diviser nos émissions par plus de 6. Voilà, donc là, j'illustre, enfin, je ne vais pas tout commenter, c'est une diapo très chargée, mais c'était juste en fait pour illustrer la notion de neutralité carbone. Donc là, c'est la stratégie nationale bas carbone de la France, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Et donc le but, donc, en 2050, c'est que les émissions de gaz à effet de serre résiduelles, on va dire les émissions incompressibles, soit compensées par ce qu'on appelle les puits de carbone, donc les forêts et prairies, et puis éventuellement des techniques de capture et de stockage. Oui, excusez-moi, j'ai brûlé une étape. Avant de passer à la diapo suivante, je reviens en arrière. Donc, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que la notion de sobriété a enfin fait son apparition dans une publication du GIEC, qui est en fait le 3e volet du dernier rapport complet du GIEC, qui est paru au printemps dernier. Toutefois, c'est dû notamment à la détermination d'une des co-autrices de ce rapport, qui s'appelle Yamina Saeb. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit dans une interview que donc parmi les 700 scénarios qui figurent dans ce volet qui porte sur ce qu'on appelle l'adaptation et l'atténuation, c'est-à-dire les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc sur les 700, il y a un seul scénario qui ne s'appuie pas sur des solutions de capture et de stockage du CO2. Et ce seul scénario, justement, c'est le scénario qui s'appuie en revanche sur la sobriété. Ceci dit, compter sur les solutions de capture et de stockage du CO2, c'est quand même un pari très risqué.
Alors, par exemple, parmi ces scénarios, il y a celui de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà, donc un scénario de neutralité carbone, hein, qui espère que en 2030, on pourra capter directement dans l'air 85 millions de tonnes de CO2 et 980 millions de tonnes en 2050. Alors, je vais poser une petite devinette. À votre avis, enfin, maintenant que vous avez entendu ces chiffres, à votre avis, en 2019, on en était où en termes de capture du CO2 directement dans l'air? D'accord. Bon. Alors, bon, je recommence. Donc, l'Agence internationale de l'énergie, en fait, a établi un scénario de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais pour atteindre cette neutralité carbone, elle compte notamment sur des solutions de capture et de stockage du dioxyde de carbone directement dans l'air. Et elle espère, elle table, en fait, son scénario ne marche, autrement dit, que si on était capable de capter 85 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2030 et 980 millions de tonnes en 2050. Devinette, aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est en 2019, hein, c'est les derniers chiffres disponibles, on en est à combien? Quasiment. On est à 0,01 million de tonnes. Donc ça veut dire que pour que le scénario se réalise, il faudrait multiplier par 8500 la capacité de captage direct en 8 ans et par 98 000, donc c'est astronomique, en 28 ans. Donc autrement dit, hein, je le répète, c'est vraiment un pari très risqué de compter sur ces solutions de capture du CO2 dans l'air. Alors, on peut se demander pourquoi aussi peu de scénarios, en fait, finalement, s'appuient sur la sobriété et préfèrent recourir aux techniques de stockage et de capture du carbone. Ben, tout simplement parce que la sobriété, elle est antinomique de la croissance et la plupart des États s'accrochent encore, dans leur grande majorité, à cette fameuse croissance économique. Voilà. Alors, deuxième idée reçue, la question démographique n'est pas un enjeu. C'est une question très sensible, mais je ne vais pas l'éviter. Donc, dans la partie précédente, donc j'ai montré que la sobriété matérielle était bien sûr nécessaire et qu'on ne pouvait pas prétendre baisser les émissions de gaz à effet de serre à la hauteur des enjeux dans un système de croissance économique. Mais pour autant, je vais poser une autre devinette. Si tous les terriens vivaient de la façon la plus frugale qu'on puisse imaginer, est-ce qu'on pourrait être aussi nombreux sur la planète qu'on le souhaite? Alors, bon, ça c'est un dessin issu de mon livre, hein, comme celui sur l'effet rebond d'ailleurs, puisque c'est un livre illustré. Donc j'imagine une petite scénette entre hommes et femmes de Cro-Magnon. Donc il y a un binôme qui rentre de la chasse et donc leurs camarades leur demandent « Et alors, vous n'avez pas trouvé de bête ?» Et les autres leur répondent « Ben non, les chasseurs des autres clans sont passés avant nous et ont décimé tous les animaux. » Et ils leur répondent « Ah ben de toute façon, nous n'avons pas trouvé de quoi faire un feu, les gens des autres clans sont passés avant nous et ne nous ont pas laissé une brindille. » Donc ça montre quand même les limites de la chose. Donc vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces chasseurs-cueilleurs? Je voulais pas tout de suite en venir là. Je voulais pas tout de suite en venir là. Dans l'immédiat. Enfin, dans l'immédiat. Non, c'est même pas dans l'immédiat. Bon, je vais vous donner la réponse. Inventer l'élevage et trouver une autre source d'énergie que le bois. Oui, mais bon, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire L'homme a mangé la terre, hein, de Jean-Robert Vialet. Voilà, donc dans ce documentaire, il est expliqué qu'au 19e siècle, il y avait de moins en moins de bois disponibles en Europe, qui était en plein essor économique et démographique. Et donc dans ce contexte, le charbon a été perçu comme la solution miracle, hein, même si ça fait drôle hein, aujourd'hui de penser ça, ben c'était le cas. Et plus généralement, il a été établi que la pression démographique pousse au progrès technique et réciproquement.
Et c'était déjà le cas au néolithique. Ceci a été établi par les travaux croisés des historiens et généticiens. Et depuis la révolution industrielle, la corrélation est flagrante, comme le montre le graphique que je vais projeter. Voilà, qui permet quand même de mesurer l'ampleur de la croissance de la population mondiale. La population mondiale, elle est représentée en gris-bleu, et en gris-bleu plus clair, ce sont des projections de 2020 à 2100. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en orange, on voit apparaître l'augmentation du produit intérieur brut mondial. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un certain parallélisme. Alors bien sûr, la relation entre les deux est complexe. La relation entre les deux, c'est-à-dire croissance économique et croissance de la population, puisque, comme tout le monde le sait, passer un certain seuil de niveau de vie, la fécondité baisse. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Néanmoins, force est quand même d'admettre qu'il existe un niveau de production incompressible pour tout être humain, et donc une empreinte écologique, et donc une empreinte carbone incompressible pour tout être humain. C'est d'ailleurs pourquoi les auteurs du célèbre rapport du Club de Rome, Halte à la croissance, qui est paru en 1972 et qui est aussi connu sous le nom de rapport Meadows. Donc ce rapport, dans la notion de croissance, il englobait aussi bien la croissance économique que la croissance démographique. Et c'est la même chose pour l'actualisation de ce rapport qui a eu lieu 30 ans plus tard. Et il faut ajouter également que Thomas Piketty, qu'on ne présente plus, qui est un économiste qui a travaillé notamment sur la question des inégalités, a écrit dans son best-seller qui s'intitule « Le capital au XXIe siècle », il est important de décomposer la croissance de la production en deux termes, la croissance de la population d'une part, et la croissance de la production par habitant d'autre part. Autrement dit, la croissance comprend toujours une composante purement démographique et une composante proprement économique qui seule permet l'augmentation des conditions de vie. Il poursuit en disant que, d'après les meilleures estimations disponibles, le taux de croissance du PIB mondial a été en moyenne de 1,6% par an entre 1700 et 2012, dont la moitié au titre de la croissance de la population et la moitié au titre de la production par habitant. Si bien que un autre économiste, qui est japonais, lui, et qui s'appelle Kaya, a élaboré une équation qui porte son nom, qui est aussi appelée identité de Kaya, et qui, en fait, décompose, fait apparaître les 4 paramètres en fait, qui concourent aux émissions mondiales de dioxyde de carbone. Donc, il y a la population, le produit intérieur brut par habitant, l'intensité énergétique du PIB, autrement dit la consommation énergétique nécessaire pour produire une unité de PIB, c'est aussi ce qu'on appelle tout simplement l'intensité énergétique de l'économie, et enfin le contenu en dioxyde de carbone de l'énergie consommée. Donc cette équation, elle est utilisée par les scientifiques qui travaillent, qui contribuent aux travaux du GIEC. Et comme on peut le voir ici sur ce graphique, depuis 1960, donc il y a eu une baisse à la fois donc de l'intensité carbone de l'énergie et de l'intensité énergétique de l'économie. Alors ce qu'on voit apparaître encore en dessous, intensité carbone de l'économie, du coup, c'est le produit des deux paramètres que je viens de citer. Donc voilà, les progrès, voilà, il y a eu des progrès techniques qui ont permis de décarboner l'économie, comme on dit, mais dans le même temps, il y a eu une augmentation du PIB par habitant et une augmentation de la population, et donc les deux ont concouru à l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone, même si, comme on peut le constater, le PIB par habitant joue comme un rôle prépondérant. Mais bon, le facteur population est quand même loin d'être négligeable. Si bien que des scientifiques ont lancé une alerte, alors là de manière générale sur les problèmes écologiques,
Dès 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, voilà, ils ont lancé l'alerte quand même sur la croissance démographique. En 2017, à l'occasion de la COP 23, donc petit rappel, hein, les COP, ce sont les sommets internationaux sur le climat. Un COP, ça veut dire conférence des parties. Et donc, en 2017, à l'occasion de la COP 23, il y a plus de 15 000 scientifiques de nombreux pays qui ont lancé un deuxième avertissement pour dire qu'il était temps de réexaminer nos comportements individuels, y compris concernant notre propre reproduction. Et voilà, ils invitent en fait à s'en tenir au maximum au niveau de renouvellement de la population. Et enfin, plus récemment, c'était seulement un an après, en 2018, il y a des chercheurs qui ont publié une tribune dans le journal Le Monde sous forme de plaidoyer pour qu'une part significative de l'aide à la lutte contre le changement climatique soit consacrée au développement des services de planning familial. Alors, idée reçue numéro 3, attaquer les États et l'Union européenne en justice n'a pas de sens. Alors, oui, je vais parler un petit peu du contexte général. Donc, les contentieux écologiques ne sont pas nouveaux, hein, notamment aux États-Unis, bien sûr, puisque c'est un pays qui est très judiciarisé. Mais s'agissant des contentieux portant sur le climat en particulier, depuis les accords de Paris, donc, qui ont été signés à l'issue de la COP 21 en 2015, il s'est produit un véritable accroissement des contentieux pour inaction climatique partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de procès qui sont en cours contre les États ou contre les institutions supra-étatiques, hein, par exemple contre l'Union européenne. Alors s'agissant des requérants, hein, donc les personnes qui portent ces recours, ils peuvent être aussi bien des ONG que de simples citoyens, et parfois en fait les deux types d'acteurs s'associent. Alors, donc ces recours peuvent prendre différentes formes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans un certain nombre de cas, les requérants demandent une indemnisation, soit des victimes du réchauffement climatique, soit des ONG, au titre de la réparation du préjudice écologique et du préjudice moral. Mais systématiquement, ils visent à une révision ou à une amélioration des politiques publiques relatives au climat. Alors là, j'ai fait un petit schéma pour expliquer voilà, un petit peu quels pouvaient être les angles d'attaque. Donc, comme je le disais juste avant, hein, il y a eu un accroissement des contentieux depuis les accords de Paris. Hein, ça donne quand même un socle sur lequel s'appuyer pour les requérants. Mais ils peuvent aussi s'appuyer sur les droits fondamentaux qui sont inscrits dans les constitutions de nombreux pays ou dans d'autres textes, hein, par exemple la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc sur cette base, ils peuvent notamment demander à réviser les lois et les décrets cadres des États, hein, autrement dit les textes en fait qui définissent le socle des politiques publiques du pays. Donc, alors il y a eu quand même plusieurs victoires hein, qui ont été qu'on a recensées hein, en termes de contentieux pour inaction climatique. Donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Mais je vais donner quand même quelques exemples. Il y a déjà l'affaire Urgenda qui a fait pas mal de bruit. Hein. C'est le nom d'une ONG néerlandaise et qui, en s'appuyant sur l'accord de Paris, a obtenu que l'objectif de l'État néerlandais de diminution des émissions de gaz à effet de serre soit revu à la hausse, hein, parce qu'il était de moins 17% à l'horizon 2020, donc c'est passé à moins 25%. On peut aussi citer le cas du Pakistan, hein, où c'est un simple fils de paysan qui a obtenu... alors là, c'était du coup, le schéma était un petit peu différent. La Cour s'est appuyée à la fois sur la loi cadre en fait, de l'État
et sur les droits fondamentaux pour demander à ce que le gouvernement adopte une véritable politique en fait, des mesures concrètes en fait pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi bien sûr citer le recours qui est connu sous le nom l'affaire du siècle en France, qui a été porté par 4 ONG, où là, en fait, les requérants se sont appuyés donc sur la feuille de route de l'État français, qui est la stratégie nationale bas carbone. Je vais expliquer en quoi ça consiste. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai montré un schéma qui était un petit peu plus compliqué. Donc là, j'espère que ce sera plus clair. Donc, comme je le disais, la stratégie nationale bas carbone, c'est la feuille de route de l'État pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, ça se présente sous la forme de plafonds d'émissions de gaz à effet de serre annuels et qui sont les mêmes, en fait, sur les périodes que vous voyez apparaître là, 2015, 2018, 2019, 2023, etc. Voilà. Et donc, ces plafonds, ils décroissent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que en 2015-2018, l'État a dépassé les plafonds. Et donc, le tribunal administratif de Paris, donc dans la deuxième décision qu'il a rendue au sujet du recours nommé affaire du siècle, donc il a demandé à l'État de doubler son effort pour l'année 2022 afin de compenser le dépassement qui s'est produit sur la période 2015-2018. Alors, du coup, concernant la question de savoir si ces recours ont un sens, oui, ils ont un sens, puisqu'il y a eu un certain nombre de victoires obtenues depuis plusieurs années, un petit peu partout dans le monde, et que ça met quand même une certaine pression sur les États. On peut aussi souligner que pour un spécialiste du droit administratif qui s'appelle Éric Landau, entre autres choses, ce qu'il analyse, c'est que le juge maintenant, il sanctionne le droit flou et les objectifs qui sont dénués de mesures d'application concrètes. Donc selon lui, ça devrait permettre d'aboutir quand même à des politiques plus consistantes et plus cohérentes. Après, sur la question de savoir si c'est efficace, on manque encore un petit peu de recul là-dessus. C'est ce que conclut en tout cas un institut britannique qui a produit récemment un rapport sur le sujet des contentieux pour une action climatique. Alors si on essaye de se faire une petite idée en fait concernant les décisions qui ont été rendues il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aux Pays-Bas par exemple, donc qui est le pays de l'affaire Urgenda dont j'ai parlé tout à l'heure, le gouvernement a décidé récemment quand même de plafonner le nombre de vols internationaux concernant le principal aéroport du pays. Donc ça, c'est vraiment une première. Il y aurait une baisse de moins 11% des vols depuis cet aéroport. Après, il y a d'autres cas, comme par exemple en Colombie, où une ONG avait obtenu une belle victoire en 2018, où en fait la Cour suprême avait demandé au gouvernement d'élaborer un plan pour stopper la déforestation en Amazonie. Et bien malgré ça, l'Amazonie continue d'être déforestée. Donc ça dépend des contextes, des États, du caractère plus ou moins fort des États aussi, parce que bon, en Colombie en fait, il y a quand même un contexte particulier qui n'aide pas. Voilà pour cette question. Et donc, dernière idée reçue qui peut paraître choquante a priori, c'est au pouvoir public et aux entreprises d'agir, pas aux gens. Alors bien sûr, bon là c'est un peu pour mettre les pieds dans le plat. Ce que je vais déconstruire ici, ce n'est pas l'idée que les pouvoirs publics et les entreprises doivent agir, bien sûr qu'elles doivent le faire, mais c'est l'idée reçue que les actions individuelles seraient vaines. Alors je vais commencer du coup cette partie par un petit sondage. Parmi vous, qui a entendu parler de l'étude de Carbone 4, chacun doit faire sa part. C'est une étude qui quantifie les gisements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre
liées aux différents types d'acteurs, aux ménages, etc. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Oui. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez retenu quoi comme conclusion en fait, comme chiffre? Elle dit quoi cette étude dans votre souvenir? Alors non, mais en fait c'était pour le cas où vous auriez des chiffres en tête en fait, parce que ah, alors du coup, oui. Bon, on va pas rentrer dans le... Excusez-moi, mais en fait, oui, c'était vraiment... Ce sondage, c'était juste pour voir si c'était juste... C'était juste pour voir si parmi vous il y en avait qui avaient retenu des chiffres, parce que en fait, excusez-moi, en fait on va garder vraiment les éléments de débat pour la fin. Parce qu'en fait, alors pourquoi j'ai fait ce petit sondage? Parce qu'en fait, c'est une étude qui est très souvent citée en fait à la télé, à la radio, etc. Dans un article du journal en ligne Reporter tout récemment. Mais le problème, c'est que ces conclusions sont souvent déformées, qu'il y a des biais en fait dans l'étude, hein, des biais quand même assez énormes. Et en plus, au-delà de ça, la démarche en fait de quantifier précisément la part de responsabilité de chacun, elle est très discutable. Alors je vais expliquer dans un premier temps, je vais décortiquer l'étude et expliquer les biais qu'elle comporte. Donc en fait, les auteurs de l'étude sont partis de l'empreinte carbone moyenne française, service public compris. Donc l'empreinte carbone des habitants d'un pays ou son empreinte carbone personnelle, ça désigne en fait toutes les émissions dont on est responsable via ses actes de consommation et aussi en tant qu'usager du service public. Donc ils sont partis de cette empreinte carbone moyenne française. Et ils ont listé 10 éco-gestes qui, pour eux, caractérisent un comportement dit héroïque et qui sont les suivants. Donc, alors, ce sont des gestes sans investissement, c'est-à-dire sans investissement financier. Donc, le régime végétarien. Ensuite, une consommation locale des aliments. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas défini ce que ça voulait dire une consommation locale, en fait. Ils ne donnent pas de rayon. Ils ont estimé le gisement d'émissions évitées en disant bon ben voilà, le fret va diminuer de 90%. Troisième point, la baisse de la température des logements, mais là non plus, il n'y a pas de température de référence, hein. C'est-à-dire ils ne disent pas quelle serait la température souhaitable pour les logements. Ils tablent sur en fait une diminution de 20% du poste de chauffage. Éclairage 100% LED, zéro emballage et zéro bouteille d'eau, zéro avion, abandon de la voiture pour les trajets courts en milieu urbain, taux d'occupation des véhicules particuliers de 2,2 pour tous les trajets, division par 3 de la quantité de vêtements neufs achetés, et enfin, zéro achat d'équipements électroménagers ou high-tech neufs. Donc, avec tous ces gestes héroïques, les auteurs estiment que l'empreinte carbone moyenne des Français pourrait diminuer de 25%. Alors déjà, il y a quand même un petit souci, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la liste, elle n'est quand même pas exhaustive et elle oublie ce que moi j'aimerais appeler quand même des gros gestes, c'est-à-dire des choix de vie qui représentent quand même un potentiel de réduction important, notamment limiter sa mobilité de loisirs, du moins via les transports terrestres, mettre un plafond à la taille des logements, ou encore diminuer ou pourquoi pas stopper en fait la construction de pavillons neufs.
Alors pour la petite histoire, c'est d'autant plus dommage que du coup, dans le scénario de Négawatt, hein, parmi les mesures de sobriété, désolé monsieur d'employer ce mot, mais la diminution des maisons individuelles dans la production de logements, ça fait partie voilà, des leviers à actionner. Voilà, donc déjà il y a de gros oublis, ça c'est le premier point. Et deuxième étape du raisonnement, les auteurs disent ah ben de toute façon, il y a des gens récalcitrants à ces comportements vertueux, donc on ne peut espérer qu'une baisse de 10% de l'empreinte carbone des Français. Alors quand vous entendez des fois, en fait, dans les médias que la baisse potentielle due aux efforts des ménages serait de 5 à 10%, en fait, ça correspond à ça. Hein. Si vous allez sur le site en fait de l'étude, c'est ce que, enfin voilà, c'est ce que vous comprendrez. Enfin, troisième étape du raisonnement, les auteurs ajoutent des gestes avec investissement, à savoir rénovation thermique des logements, remplacement de la chaudière, et remplacement du véhicule pour passer à un véhicule bas carbone. Avec ces trois gestes avec investissement, il conclut à un potentiel de diminution de l'empreinte carbone de moins 20%. Et enfin, dernière étape du raisonnement, donc considérant que l'objectif à atteindre de baisse pour l'empreinte carbone moyenne est de 80% d'ici 2050. En réalité, c'est un peu plus d'ailleurs si on veut atteindre la neutralité carbone, puisque c'est une division par plus de 6. Donc voilà, ce qu'ils nous disent, c'est que bon, l'effort des ménages, il ne peut contribuer qu'à hauteur de 20%. Et donc, par défaut, tout le reste est attribué au pouvoir public et aux entreprises. Autrement dit, pour les ménages, c'est le quart de l'effort. Pour les pouvoirs publics et les entreprises, c'est les 3/4. Et donc, là, il y a un gros biais de raisonnement, puisque la question du gisement de baisse attribuable à chaque catégorie d'acteurs et la répartition des responsabilités entre ces acteurs, c'est une chose. Et la question d'autre part, la question de savoir si on peut espérer qu'ils actionneront ces leviers pour concrétiser cette baisse, c'est autre chose. Or, l'étude, en fait, elle mélange les deux. Et c'est d'autant plus problématique que, comme je le disais, au départ, en fait, au départ du raisonnement, déjà, il y a des gros gestes en plus qui sont oubliés. Et enfin, alors je vais pas pouvoir en plus citer tous les biais, hein, il y en a d'autres, mais je me concentre sur l'essentiel. Et troisième point quand même que je voulais souligner sur cette étude, ça c'est un point de vue personnel, mais moi ça me paraît quand même un peu vain de quantifier précisément la part de responsabilité de chacun. Il n'y a rien de scientifique là-dedans en fait pour moi. Parce qu'en fait, dans notre système socio-économique, il y a un certain nombre de fonctionnements qu'on pourrait appeler climaticides, mais qui résultent à la fois de décisions publiques, de choix individuels répandus et bien sûr d'intérêts économiques. Et tout ça, ça forme système en fait. Et donc, je reviens sur l'exemple des pavillons, hein, de la maison individuelle, autre que la maison de ville. Donc, pourquoi en fait c'est un modèle d'habitat qui s'est beaucoup développé, hein, et notamment depuis la fin des années 70. D'une part parce qu'il y a eu des aides à la pierre, donc ça vient des pouvoirs publics pour favoriser ce type d'habitat. On a aussi des règles d'urbanisme qui permettent son développement. Alors pour la petite histoire, en Allemagne, il y a quand même plusieurs localités qui ont interdit la maison. Je préfère dire le pavillon. Hein, c'est plus voilà, le pavillon, c'est la maison non mitoyenne. Hein. Donc ça peut paraître surprenant et très coercitif, mais voilà, en Allemagne, il y a vraiment une politique volontariste par plusieurs localités sur ce sujet. Donc pourquoi pas, on pourrait imaginer un jour que les règles d'urbanisme évoluent en France. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on a une ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui avait
critiqué en fait, qui avait dit que la maison individuelle c'était un non-sens écologique, économique, et j'ai oublié la citation entière, mais ça avait quand même pas mal ému le pays. Et pour cause, parce que ça reste quand même un idéal d'habitat pour pas mal de ménages. Et ça montre en fait que les changements, ils peuvent venir des deux bouts. Ils peuvent venir des politiques publiques, ils peuvent aussi venir des ménages en fait. On peut prendre le problème par un bout ou par un autre. Et dernier point, ça rejoint un peu ce que vous disiez, monsieur, il ne faut pas non plus oublier que on ne peut pas penser de manière cloisonnée les pouvoirs publics d'un côté, les ménages de l'autre, les entreprises d'un autre côté encore. Parce qu'en fait, il y a une interaction entre ces acteurs, et notamment entre les pouvoirs publics et les ménages. Et les pouvoirs publics, ils prennent des décisions aussi en fonction de ce qu'on peut appeler la demande sociale et en fonction des usages des gens. D'ailleurs, on a un bon exemple à Montpellier, puisqu'il y a quelques années, je sais qu'il y a un maire en fait, qui avait dit « je ne ferai pas de piste cyclable pour 2 cyclistes ». Et en fait, il s'est passé un phénomène assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui ont réagi, je ne sais pas par quel biais d'ailleurs, hein, mais pour dire je suis l'un des deux, etc. Mais il y en a eu bien plus de 2. Et du coup, cette personnalité politique a fini par modifier son programme pour intégrer du coup la constitution de pistes cyclables, voilà, pour les développer. A contrario, il y a des collectivités, ça aussi c'est vraiment un exemple que j'ai vécu, qui mettent en place des lignes de transport en commun, de bus notamment, mais si les gens ne les prennent pas, en fait, eh ben, ils les arrêtent ou ils réduisent les dessertes en fait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une interaction entre les différents types d'acteurs et que c'est vraiment artificiel en fait de vouloir comme ça cloisonner la part de responsabilité de chacun. Voilà. Et donc, je termine en parlant du coup des outils qui visent à s'engager vers une société bas carbone. Donc le premier, c'est l'outil MyCO2 qui a été développé par Carbone 4, qui vise à connaître son empreinte carbone et à se motiver à plusieurs pour la réduire. En fait, ça se passe sous forme de webconférence. Donc au cours de la webconférence, on calcule son empreinte carbone et à la fin, les gens sont invités à échanger sur les émotions positives qu'ils ont pu ressentir en mettant en œuvre une action vertueuse pour le climat, par exemple voyager à vélo. Et il y a également l'outil d'automne. C'est un jeu sérieux. Donc moi, j'anime ce genre d'atelier. Et là, le but, c'est pas seulement de faire diminuer son empreinte carbone individuelle, mais aussi de faire diminuer l'empreinte carbone moyenne française. Et pour ça, en fait, le jeu, il alterne tour de jeu individuel et tour de jeu collectif, où on se met dans la peau des décideurs publics. Voilà. Donc c'est une démarche très intéressante. Et du coup, les 2 outils, en fait, ils visent à créer une émulation de participants et à engager une dynamique sociale, parce que bien sûr, plus on est nombreux à vouloir aller dans un sens, et donc non seulement ça fait des émissions de carbone en moins en soi, mais en plus ça peut faire évoluer les politiques publiques.